Le soir où on lui a arraché son nom devant toute la maîtrise Sainte-Cécile, il lui restait 90 € en poche et 13 jours avant la fin du bail. Un chien maigre l'attendait déjà sur la route, tapi contre un muret. Il s'est redressé sans un aboi quand elle est passée, et il l'a suivi comme s'il devinait depuis longtemps que cette nuit-là arriverait. On lui a transmis une chapelle rongée par la pluie, 4 pans de murs fendus, et le mutisme de tout un village qui détournait les yeux. Des ruines et de la boue, a dit le notaire. Prenez l'argent plutôt. Mais sous ces pierres que personne ne réclamait, ce chien a deviné ce qu'elle n'entendait pas encore. Et ce qu'elle a découvert derrière l'autel a bouleversé le destin de tout un hameau. Pas seulement le sien. Si vous avez déjà connu la sensation de rester droite quand tout vous pousse à céder, cette histoire vous est destinée. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous et confiez-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on n'a jamais pu vous voler? Je m'appelle Sidonie Aubry, et je vais vous raconter comment j'ai perdu mon nom un soir de printemps, dans la cathédrale de Mende, devant 200 personnes qui m'applaudissaient encore une heure plus tôt. C'était après le concert de la maîtrise Sainte-Cécile. Les cierges brûlaient encore près de l'autel, l'encens flottait sous les voûtes, lourd et doux à la fois, et ma voix, mon contralto sombre que Madame Ferrand appelait parfois « notre trésor » quand elle voulait bien se montrer aimable, venait de faire pleurer la moitié de l'assemblée. Je me souviens du velours rouge des fauteuils, du froid de la pierre sous mes pieds, malgré mes chaussures fines, du grain rugueux de ma partition entre mes doigts. Je me souviens surtout du silence qui est tombé quand le donateur, un homme âgé au manteau sombre, s'est penché vers le chanoine à ses côtés et que celui-ci a levé la main pour demander qu'on n'éteigne pas encore les lumières. On avait volé un reliquaire, un petit coffret d'argent, offert la veille par ce même bienfaiteur, disparu de la sacristie entre les vêpres et le concert. Madame Ferrand, blanche comme son surplis, a dit qu'elle l'avait vu dans mes mains, l'après-midi, quand je rangeais les partitions dans l'armoire du cœur. Ce n'était pas vrai. Mais elle l'a dit avec cette voix ferme des gens qui n'admettent jamais le doute. Une voix qui portait dans toute la nef comme si elle chantait elle-même un office. Et personne dans cette assemblée de bourgeois et de chanoines n'a eu envie de contredire la maîtresse de chapelle pour défendre une orpheline sans nom de famille connu, sans père, sans protecteur. On a fouillé mon sac devant tout le monde. Un homme de la sacristie a retourné mes partitions, mon mouchoir, mon petit peigne d'écaille, sous les yeux de tous. On n'a rien trouvé, bien sûr, puisque je n'avais rien pris. Cela n'a rien changé. Le mot est sorti de la bouche de quelqu'un, dans la foule, un murmure qui a couru comme le feu dans les chaumes. Voleuse. Je l'ai entendu répéter 3 fois avant d'atteindre la porte de la cathédrale. Je l'entendrai encore longtemps après, certains soirs, quand le silence devenait trop grand autour de moi. J'avais grandi dans cette maîtrise comme on grandit dans une maison qui n'est pas la vôtre, tolérée par charité, parce qu'on avait un don. Ma mère, Véronique, chantait elle aussi, avant moi, et restaurait les tableaux et les statues des églises du diocèse. Elle est morte quand j'avais 9 ans, d'une fièvre qu'on n'a jamais bien soignée parce qu'on soigne moins bien les pauvres. Je me souviens d'elle penchée sur une statue de bois, un pinceau fin entre les doigts, me disant que chaque écaille de peinture racontait une histoire qu'il fallait respecter avant de la réparer. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Il avait disparu avant même ma naissance, dit-on. Ou peut-être n'avait-il jamais existé pour ceux qui préféraient une histoire plus simple à raconter aux enfants du cœur. La maîtrise m'avait recueilli parce que ma voix promettait quelque chose. Ma voix, c'était mon seul bien au monde. Cette nuit-là, on venait de me l'arracher aussi, en me traitant de voleuse devant elle. Je me souviens aussi des dimanches d'hiver où les autres pensionnaires de la maîtrise rentraient chez elles pour les fêtes, et où je restais seul dans le dortoir glacé avec 2 ou 3 autres orphelines, à écouter les cloches sonner pour des familles qui n'étaient pas la mienne. Madame Ferrand n'était pas méchante, à cette époque-là, seulement distante, comme on l'est avec un instrument qu'on soigne parce qu'il rapporte. Non, parce qu'on l'aime. Elle disait souvent que ma voix était un don du ciel qu'il fallait discipliner. Jamais que j'étais moi-même un don pour qui que ce soit. J'avais fini par confondre les deux, ma valeur et mon chant, au point de ne plus savoir ce qui resterait de moi si l'un venait à manquer. Dans la foule, ce soir-là, il y avait un homme que je n'ai remarqué qu'à peine. Élégant, un peu trop soigné pour un concert de paroisse, un manteau de laine sombre bien coupé,
Il observait la scène sans un mot, les mains croisées derrière le dos, près d'un pilier. Je n'ai pas vu son visage se troubler, ni sa satisfaction, si satisfaction il y avait. Je l'ai simplement vu écrire quelque chose dans un petit carnet noir, comme on note une commande chez le boucher. Je n'y ai plus pensé sur le moment. J'avais bien d'autres soucis, et son visage s'est effacé de ma mémoire aussi vite qu'il y était entré. On m'a renvoyé cette nuit-là. Madame Ferrand n'a même pas attendu le lendemain. Elle m'a fait porter mes affaires jusqu'à la porte de service, sans un regard, en me disant d'une voix sèche que la maîtrise ne pouvait pas se permettre un tel scandale, que mon nom serait rayé des registres dès le matin. Je suis sorti dans la nuit humide de Mende avec un sac et 20 ans de silence à porter en plus. Personne dans cette ville ne voulait plus me loger, m'employer, me regarder en face. Le mot m'avait précédé dans les rues avant même que j'y arrive. Je suis rentré dans le galetas que je louais près des allées, sous les combles, avec juste assez d'argent pour 2 semaines de loyer et pas un sou de plus. J'ai posé mon sac contre le mur froid, je me suis assise sur le lit étroit et j'ai pleuré, non pas comme on pleure dans les romans, mais silencieusement, la tête dans les mains, en essayant de comprendre comment on peut perdre en une soirée tout ce qu'on avait mis 20 ans à construire. Par la lucarne, j'entendais les cloches de la cathédrale sonner minuit, les mêmes cloches sous lesquelles j'avais chanté quelques heures plus tôt. C'est en rangeant mes affaires cette nuit-là que j'ai trouvé la lettre glissée sous ma porte. Une enveloppe épaisse, cachetée de cire, avec le nom d'un notaire imprimé en lettres sévères. Maître Pellette, études notariales, Mende. On me convoquait pour affaire de succession. Je n'avais pas de famille, je le croyais du moins. J'ai retourné l'enveloppe plusieurs fois entre mes doigts avant de l'ouvrir, comme si elle pouvait mordre. Je ne savais pas encore que cette lettre allait me conduire, des mois plus tard, à une porte scellée derrière un hôtel, et à un secret que des hommes cherchaient depuis 80 ans. Les jours suivants ont été les plus durs de mon existence, et pourtant j'en avais déjà connu de rudes. On refusait de m'engager partout où j'allais frapper. Les commerçants me fixaient d'un air entendu quand je payais mon pain. Les autres maîtrises de la région avaient déjà entendu parler de la voleuse de Sainte-Cécile comme si l'histoire avait des ailes. J'ai compté mes dernières pièces sur la table de la chambre, un soir, en calculant combien de jours il me restait avant de devoir dormir dans la rue. J'ai pensé cette nuit-là à toutes les issues possibles, et aucune ne me plaisait. C'est dans cet état que je me suis présenté, 2 jours plus tard, à l'étude de Maître Pellet, une pièce sombre qui sentait le cuir et l'encre. C'était un homme sec, au geste mesuré, qui m'a reçu sans chaleur particulière, feuilletant un dossier avant de me regarder par-dessus ses lunettes. Il m'a annoncé que j'avais une grand-tante dont j'ignorais l'existence, Solange Aubry, morte depuis quelques mois dans un hameau des Cévennes, et qu'elle me laissait un bien. Une chapelle en ruine, au bord d'une route oubliée, cessible pour 1 euro symbolique, et l'arriéré des taxes impayées. Je me souviens d'avoir presque ri, d'un rire creux qui ne me ressemblait pas. Une chapelle. Moi qui n'avais plus un toit à moi, on m'offrait une église en ruine dans une montagne dont je ne connaissais même pas le nom. Maître Pellette, sans lever tout à fait les yeux de ses papiers, m'a expliqué que le bâtiment n'avait ni eau ni électricité, que le hameau se vidait depuis des décennies, que la famille Aubry n'était pas très aimée là-haut pour des raisons qu'il n'a pas voulu détailler, et qu'un acheteur s'était déjà manifesté pour une somme modeste, si je préférais vendre sans même monter voir les lieux. Il y a des gens intéressés, a-t-il précisé, en tapotant du bout du doigt un feuillet que je n'ai pas pu lire. Cela irait vite. Vous n'auriez qu'à signer. J'ai demandé qui étaient ces gens intéressés par une ruine perdue dans la montagne. Maître Pellette a haussé les épaules, avec ce geste vague des hommes de loi qui en savent plus qu'ils ne veulent en dire. Un antiquaire de la région, je crois. Ces choses-là passent souvent par plusieurs mains avant d'arriver jusqu'à moi. Il n'a pas prononcé de nom ce jour-là, et je n'ai pas insisté, trop occupé à digérer la nouvelle d'une grand-tante surgie du néant, pour me laisser un bien dont personne, apparemment, ne voulait sauf un mystérieux acheteur pressé. On me poussait vers la sortie la plus facile, prendre le peu d'argent qu'on me tendait, disparaître, recommencer ailleurs sous un autre nom si nécessaire. C'était raisonnable. C'était aussi, je l'ai senti confusément, la première fois depuis des semaines qu'on me proposait quelque chose qui m'appartenait en propre, à moi et à personne d'autre.
Une grand-tante que je n'avais jamais connue m'avait laissé un lieu. Peut-être aussi laissait-elle autre chose, que je ne pouvais pas encore deviner. J'ai choisi de monter voir. Ce n'était pas du courage à ce moment-là, plutôt l'absence d'autres choix qui me conviennent. Le car est parti de Mende un matin gris, s'enfonçant peu à peu dans une route qui montait entre les châtaigniers, vers un pays que je ne connaissais pas et qui pourtant portait mon nom. Au moment de me quitter sur le quai, Maître Pellette, en me tendant les derniers papiers roulés dans un ruban, a lâché une phrase qu'il n'avait pas besoin de dire. « Ne vous fiez à personne là-haut. » Il l'a dit avec un sourire un peu trop appuyé, un sourire qui cachait autre chose que de la simple prudence notariale, et je n'ai compris que bien plus tard tout ce que cette phrase dissimulait. Le car montait lentement, en soufflant dans les virages, longeant des ravins où la brume s'accrochait encore malgré l'heure. Je regardais par la vitre les hameaux de pierre grise défiler, chacun plus silencieux que le précédent, et je me demandais dans lequel d'entre eux j'allais finir par descendre. Quand le chauffeur a enfin annoncé Sainte-Colombe, il n'y avait presque personne à l'arrêt, seulement une pancarte de bois à moitié effacée par la pluie. Le car m'a laissé au bord d'une route de terre, à l'entrée d'un hameau qui s'appelait Sainte-Colombe-en-Cévennes. Les volets des maisons étaient clos, même en plein jour, comme si le village entier retenait son souffle à mon passage. Deux vieilles femmes, sur le pas d'une porte, m'ont regardé passer sans un mot, avec cette méfiance particulière qu'on réserve aux étrangers dans les villages qui se meurent. Ma réputation, semble-t-il, m'avait précédé jusque dans cette montagne, ou peut-être n'était-ce que la méfiance ordinaire envers quiconque vient de la ville. J'ai marché jusqu'à la chapelle avec mon unique valise, sous un ciel qui virait au gris de plus en plus sombre, le vent portant déjà une odeur de pluie et de feuilles mortes. Devant l'épicerie, seul commerce encore ouvert du hameau, un homme en bleu de travail a arrêté son geste en me voyant approcher, un sac de farine à moitié soulevé dans les bras. Il m'a demandé où j'allais, d'un ton qui n'était pas hostile mais pas non plus accueillant. Quand j'ai prononcé le nom de la chapelle Saint-Roch, il a reposé son sac sans un mot, m'a regardé une seconde de plus, puis il est rentré dans sa boutique sans répondre à mon salut. Je n'ai compris que bien plus tard que ce nom-là, dans ce village, réveillait plus de souvenirs que je ne pouvais l'imaginer. La chapelle Saint-Roch était pire que tout ce que j'avais imaginé. Le toit s'effondrait par endroits, laissant voir le ciel entre les tuiles brisées comme des dents cassées. L'autel gisait à moitié écroulé, couvert de mousse et de fientes d'oiseaux. Une odeur d'humidité et de pierre froide montait du sol, comme d'une tombe ouverte depuis trop longtemps. Des ronces avaient envahi le porche, s'accrochant à mes vêtements quand j'avais poussé la porte à moitié arrachée de ses gonds. À l'intérieur, des pigeons nichaient dans les corniches, s'envolant en tumulte à mon passage et couvrant le sol d'une poussière blanche, mêlée à la terre tombée du toit crevé. Un vieux confessionnal gisait renversé contre un pilier, ses planches gonflées par l'humidité de temps d'hiver sans feu. Je me suis assise sur ce qui restait d'un banc, les mains posées sur les genoux, et j'ai pensé, pour la première fois depuis mon arrivée, à reprendre le premier quart du lendemain matin et à ne jamais revenir. J'avais froid, j'avais faim, et je n'avais même pas de quoi allumer un vrai feu. L'orage a éclaté cette nuit-là, avec une violence qui a fait trembler les vitraux fendus. J'avais allumé un maigre feu avec du bois trouvé sous un appentis à moitié écroulé, et je me tenais serré contre le peu de chaleur qu'il donnait, les bras autour des genoux, quand j'ai entendu un grattement contre la porte. J'ai cru d'abord au vent, puis un chien s'est glissé dans l'entrebâillement, trempé, maigre, une patte repliée contre lui comme s'il avait été blessé depuis longtemps sans jamais guérir tout à fait. Il m'a regardé sans aboyer, avec des yeux fatigués mais pas effrayés, et il s'est couché près du feu comme s'il connaissait déjà l'endroit, comme s'il rentrait chez lui après une longue absence. Je n'avais que la moitié d'un quignon de pain dans mon sac. Je la lui ai donné, morceau par morceau, en le regardant mâcher lentement, ses yeux ne quittant jamais les miens comme s'il voulait s'assurer que je ne regrettais pas mon geste. Sa patte blessée portait une entaille déjà ancienne, mal refermée, qui semblait le faire boiter légèrement même couché. Je n'avais rien pour le soigner cette nuit-là, sinon un peu d'eau tiède que j'ai fait chauffer près du feu, pour nettoyer la plaie du mieux que je pouvais, pendant qu'il se laissait faire sans un grognement, comme s'il avait déjà appris à faire confiance malgré tout ce que la vie avait dû lui apprendre du contraire.
C'est ainsi que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon plus fidèle compagnon, bien avant que je lui trouve un nom. Cette première nuit, je n'ai pas dormi longtemps. Un courant d'air froid, plus froid que le reste de la chapelle, semblait venir du chœur, derrière l'autel effondré, un souffle régulier qui n'avait rien de naturel dans une pièce fermée. À un moment, j'ai cru entendre, sous les coups de tonnerre, un son creux, comme si le mur derrière l'autel sonnait le vide quand la foudre faisait trembler les pierres. Et en m'approchant à la lueur du feu, j'ai remarqué, gravée sur une dalle du sol, une croix retournée, à l'envers, comme personne n'engrave par hasard ni par maladresse. Je n'ai pas eu le courage, cette nuit-là, d'y regarder de plus près. J'ai refermé les yeux, la main posée sur le dos mouillé du chien, et j'ai attendu le matin en écoutant sa respiration régulière contre la mienne. Au matin, l'orage était passé, laissant le ciel lavé et froid, mais le chien, lui, n'avait pas cessé son manège de la nuit. Il grattait avec une insistance presque furieuse contre le mur derrière l'autel, exactement à l'endroit d'où venait ce courant d'air glacé. Je l'ai appelé, je l'ai tiré doucement par le collier de fortune que je lui avais fait avec une ficelle. Il ne voulait rien entendre, revenant sans cesse vers la même dalle, comme aimanté. Et c'est à cet instant précis, alors que je tentais de comprendre ce qui pouvait bien intéresser tant cet animal dans un mur de pierre nue, qu'une ombre est apparue sur le seuil de la porte. Un vieil homme, immobile, me fixait sans un mot, comme s'il attendait de voir ce que j'allais faire. Il s'appelait Firmin. Je l'ai su seulement après qu'il eut fini de m'observer en silence, pendant ce qui m'a paru une éternité, appuyé sur un bâton noueux, le visage buriné par des décennies de montagne, la casquette rabattue sur des yeux clairs et perçants. Ancien sonneur de cloches, ancien maçon, il avait connu ma grand-tante Solange mieux que quiconque, et j'ai compris, à sa façon de regarder la chapelle, qu'il l'avait aimée d'un amour qu'il n'avait jamais dit à personne, pas même à elle sans doute. Il ne m'a pas salué avec chaleur. Il m'a d'abord jaugé, longuement, du bas de ma valise jusqu'à mon visage encore marqué par la nuit, avant de se décider à entrer. « Vous êtes la petite de Véronique », a-t-il dit, ce n'était pas une question. Puis, désignant Toby d'un mouvement de menton, lui, il a toujours su reconnaître les gens de la famille. C'est lui qui m'a remis, quelques jours plus tard, les carnets de Solange, retrouvés dans une caisse chez lui où elle les avait laissés en dépôt avant de mourir, comme si elle savait que sa maison ne serait pas un lieu sûr pour eux. Des carnets couverts d'une écriture serrée, mêlant des notes de restauration, l'histoire de la chapelle, et des phrases plus étranges, presque codées, qui parlaient de ce qui doit rester caché, sans jamais préciser quoi. Firmin, en me les tendant, m'a simplement dit « Elle savait que vous viendriez un jour. Elle ne savait juste pas quand. » En dégageant, semaine après semaine, la chaux qui recouvrait un pan de mur près du chœur, à la brosse douce et au grattoir fin, j'ai fait réapparaître une fresque presque effacée. Un homme en habit de pèlerin, une plaie à la cuisse, et à ses pieds un chien, tenant un pain dans sa gueule. Saint-Roch et son chien. J'ai compris, en la découvrant, pourquoi cet animal errant s'était senti chez lui dans cette chapelle qui portait justement le nom de son saint patron. Je l'ai appelé Toby ce soir-là, en le regardant dormir près du feu, et il a répondu à ce nom comme s'il l'attendait depuis toujours, levant une oreille, puis l'autre. C'est vers cette époque que Père Anselme est venu me voir pour la première fois, un homme rond et affable qui desservait plusieurs paroisses de la montagne, et n'avait pas eu le temps jusque-là de monter jusqu'à Sainte-Colombe. Il a regardé la fresque avec une émotion sincère, se signant presque malgré lui, et m'a raconté que Saint-Roch était vénéré dans toute la région depuis des siècles par les pèlerins qui craignaient la peste et les épidémies, son chien étant réputé lui avoir sauvé la vie en lui apportant du pain quand tous l'avaient abandonné dans la forêt. « Vous voyez, m'a-t-il dit avec un sourire doux, votre chien n'a fait que suivre une tradition bien plus ancienne que lui. Il n'a jamais cherché à m'imposer sa foi, seulement à partager l'histoire du lieu. Et cette délicatesse m'a touché plus qu'un sermon ne l'aurait fait. Les femmes du village, elles, ont mis plus de temps à s'approcher. C'est une certaine Henriette, veuve d'un ancien berger, qui a franchi le pas la première, m'apportant un jour un pot de miel sans un mot d'explication, le posant simplement sur le muret devant la chapelle avant de repartir. J'ai compris, avec le temps,
que c'était ainsi que ce village exprimait ce qu'il n'osait pas dire à voix haute. Par de petits gestes, un pain, un fromage, une visite silencieuse, plutôt que par de grandes phrases d'accueil. Quelque chose s'éveillait en moi pendant ces travaux, que je n'avais jamais connu à la maîtrise. Mes mains savaient se nettoyer un enduit, consolider une pierre qui s'effritait, lire les couches successives d'un badigeon comme on lit un livre écrit dans une langue oubliée qui pourtant me revenait, mot après mot. Ce savoir venait de ma mère, Véronique, restauratrice avant de mourir, et je ne l'avais jamais su vivant en moi jusqu'à ce que la pierre me le rappelle, sous mes doigts, presque malgré moi. Pour la première fois depuis le scandale de Mende, je n'étais plus seulement une voix qu'on avait fait taire. J'étais aussi des mains qui savaient en faire, et cela personne ne pouvait me l'enlever d'un mot lancé dans une foule. C'est dans ces jours de calme relatif, alors que le hameau commençait à s'habituer à ma présence, que quelques femmes m'apportant même parfois un pot de confiture ou un pain plus frais que le mien, qu'une berline noire s'est arrêtée, un matin, sur le chemin de terre devant la chapelle. Incongrue dans ce paysage de pierre et de châtaigniers, elle luisait comme un objet tombé d'un autre monde, sa carrosserie encore couverte de la poussière de la route de montagne. Un homme en est descendu, chaussures cirées malgré la boue du chemin, sourire trop lisse pour être tout à fait honnête. Firmin, à mes côtés en train de m'aider à étayer une poutre, s'est raidi en le voyant, sans que je comprenne encore pourquoi ses mains se sont soudain crispées sur son outil. L'homme s'est présenté avec une politesse étudiée, presque théâtrale. Gaspard Toussaint, antiquaire, disait-il, qui rachetait de vieux édifices pour le compte de collectionneurs privés soucieux de préserver le patrimoine régional. Il m'a proposé une somme qu'il a qualifiée de généreuse pour la chapelle, en insistant avec une aisance un peu trop grande sur l'état du bâtiment, sur la fresque qu'il avait remarquée par la fenêtre lors de son passage, disait-il, et sur ce qui pourrait bien se trouver derrière l'hôtel. Il connaissait trop bien les lieux pour un homme qui prétendait ne les avoir jamais visités auparavant. J'ai refusé sa proposition, sans très bien savoir pourquoi je me méfiais autant, si ce n'est la façon dont ses yeux glissaient sans cesse vers le cœur pendant qu'il parlait. Vous savez, a-t-il repris en faisant quelques pas vers le chœur, comme s'il visitait déjà sa propre acquisition, ces vieilles chapelles cachent parfois des surprises. Un tabernacle oublié, une statue de plus de valeur qu'il n'y paraît. Ce serait dommage de laisser tout cela pourrir sous la pluie faute de moyens pour le restaurer correctement. Il avait dit cela d'un ton léger, presque badin, mais ses yeux, eux, ne quittèrent pas le mur du cœur, et j'ai senti, sans pouvoir l'expliquer, qu'il ne parlait pas au hasard. « Réfléchissez bien, mademoiselle », a-t-il ajouté en refermant la portière de sa voiture. Une chapelle isolée, sans électricité, sans route digne de ce nom, ce n'est pas un cadeau qu'on garde par sentiment. Il est reparti avec une élégance qui ne masquait plus tout à fait la menace. Sur le seuil, il s'est retourné et m'a lancé, avec ce même sourire lisse. « Cet endroit a déjà brûlé des vies, mademoiselle. Ne le laissez pas brûler la vôtre. » Il est monté dans sa berline sans attendre de réponse, et le chemin de terre était resté longtemps marqué par ses pneus. J'ai appris par Firmin que Gaspard tenait boutique d'antiquités à Mende depuis une vingtaine d'années. Une boutique réputée pour ses pièces sacrées d'une provenance toujours un peu floue, mais que personne n'avait jamais osé questionner de front, tant l'homme savait se montrer charmant avec les autorités et généreux avec les œuvres diocésaines. Un homme qui donne d'une main ce qu'il vole de l'autre, avait grommelé Firmin en crachant presque le mot. On en a toujours eu de ces gens-là dans nos montagnes. Ils changent de costume, jamais de nature. Ce n'est que ce soir-là, en repensant à sa silhouette, à sa façon de se tenir en retrait dans une foule, que j'ai eu un doute glacé. N'était-ce pas lui, cet homme élégant, qui m'observait le soir du scandale, à Mende, notant quelque chose dans un petit carnet noir? Mon renvoi de la maîtrise avait-il vraiment été le fruit du hasard, ou quelque chose de bien plus prémédité que je ne voulais l'admettre? Cette nuit-là, Toby a repris son manège sur la même dalle que la première nuit, celle à la croix gravée à l'envers. Je me suis agenouillé, cette fois avec plus d'attention, et j'ai nettoyé la pierre à la lueur d'une lampe à pétrole que Firmin m'avait prêtée. En feuilletant, presque par réflexe, un des carnets de Solange laissés sur l'autel, je suis tombé sur une page que je n'avais pas encore déchiffrée. Une suite de chiffres et une phrase répétée 2 fois comme pour qu'on ne l'oublie pas.
sous les pieds de roc. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus, mais pour une raison différente de la première fois. Ce n'était plus la peur du froid ni de la ruine qui me tenait éveillé. C'était le sentiment, encore vague, que cette chapelle abandonnée gardait un secret que quelqu'un, ailleurs, désirait assez pour venir me menacer poliment sur le pas de ma propre porte. Un secret que Toby, à sa manière muette, essayait de me montrer depuis le premier soir. Les jours suivants, Firmin est devenu, sans jamais le dire à voix haute, le maître d'ouvrage bourru de mes travaux. Il m'a appris à étayer une voûte avec des poutres de châtaignier, à reconnaître une pierre saine d'une pierre gâtée au simple bruit qu'elle rendait sous le marteau, à respecter le geste des anciens bâtisseurs plutôt que de les corriger avec des méthodes trop modernes. Il parlait peu de Solange, mais quand il en parlait, sa voix se voilait d'un respect qui ressemblait à de l'amour tardif et jamais avoué. Un amour qu'il portait comme on porte une pierre au fond d'une poche, sans jamais la montrer. Il m'a montré aussi, un après-midi de beau temps rare, comment on gâche la chaux à l'ancienne, en petite quantité, sans jamais la laisser reposer trop longtemps, sous peine de l'avoir brûlée l'enduit. Ses mains, malgré l'âge, restaient sûres et précises, et je le voyais parfois s'arrêter au milieu d'un geste, le regard perdu vers la fresque encore à moitié voilée de chaux, comme si le travail lui-même ramenait des souvenirs qu'il préférait ne pas nommer. Un jour, alors que je m'étonnais de sa patience avec moi, une étrangère tombée du ciel dans son village, il a haussé les épaules et dit seulement « Solange aurait fait pareil pour vous. Je continue son ouvrage, c'est tout. » Père Anselme, venu un dimanche voir où en étaient les travaux, avait souri en l'entendant, disant qu'il n'avait jamais connu Firmin aussi bavard depuis la mort de ma grand-tante. Un soir, devant le feu, alors que la pluie tambourinait doucement sur les tuiles rafistolées, je lui ai montré la phrase du carnet, sous les pieds de roche, et je lui ai demandé s'il en comprenait le sens. Il a longtemps regardé la fresque du saint et de son chien, éclairée par les flammes, avant de répondre d'une voix presque éteinte « Peut-être bien que je comprends, mais il y a des choses qu'on ne réveille pas à la légère. » Il s'est levé, a jeté une bûche dans le feu, et n'a plus rien dit ce soir-là, malgré mes questions. Je n'ai pas insisté ce soir-là. Mais je savais déjà, à sa manière de fuir mon regard, que Firmin en savait plus qu'il ne voulait bien le dire, et que la vérité qu'il gardait était liée, d'une façon ou d'une autre, à ce mur que Toby ne cessait de gratter, nuit après nuit, comme s'il cherchait à réveiller quelque chose qui dormait depuis bien trop longtemps sous cette pierre froide. Père Anselme, le curé du village voisin qui venait parfois voir l'avancée de mes travaux avec une curiosité bienveillante, m'a confié un jour, en observant Toby gratter la dalle, « Certains chiens sentent ce que les hommes n'osent plus chercher. » J'ai passé des soirées entières à retourner ces chiffres dans tous les sens, les alignant avec des dates, avec des versets que j'imaginais liés à Saint-Roch, sans jamais trouver de clé satisfaisante. Firmin, lui, refusait obstinément de m'aider tant qu'il n'était pas certain de ce que nous allions réveiller. Ce n'est qu'un soir, en le voyant regarder la fresque d'un air absent pendant que je m'énervais sur le carnet, que l'idée m'est venue de lui demander simplement de se tenir devant le Saint-Pin et de marcher droit devant lui, comme s'il suivait son regard. Les chiffres du carnet de Solange ne voulaient rien dire, isolés. Ce sont les pas qui leur ont donné un sens. Firmin, un matin, s'est planté devant la fresque de Saint-Roch, a compté à voix haute en s'avançant vers l'autel, les lèvres remuant sur chaque chiffre comme une prière, et s'est arrêté net à l'endroit précis où Toby grattait depuis des semaines. Sous les pieds de Roch, ce n'était pas une image pieuse. C'était une mesure, comptée en pas depuis le regard du Saint-Pin sur le mur, jusqu'à une dalle du sol que le chien connaissait mieux que nous tous. Nous avons dégagé la dalle à la baramine, Firmin soufflant sur ses mains gercées, moi retenant mon souffle à chaque coup de fer contre la pierre. En dessous, il n'y avait pas de trou, mais un espace muré, une niche fermée par des pierres ajustées avec un soin qu'aucun mur de simple réparation n'aurait mérité. Un travail patient et désespéré à la fois. Il a fallu 2 jours pour l'ouvrir sans tout détruire. 2 jours où je n'ai presque rien mangé tant l'attente me nouait l'estomac. Quand la dernière pierre est tombée, un souffle d'air sec, préservé depuis des décennies, nous est parvenu, chargé d'une odeur de bois ancien et de poussière dorée qui m'a piqué les yeux. À la lueur de la lampe, j'ai vu d'abord un panneau de bois peint, un retable ancien,
représentant une sainte que je n'ai identifiée que plus tard comme Sainte Colombe, entourée de figures dorées à la feuille. Le visage encore vif malgré les siècles, les yeux peints semblant me suivre dans la pénombre. Derrière lui, soigneusement enveloppé dans des linges devenus cassants comme du papier ancien, des manuscrits enluminés, des antiphonaires couverts de neumes anciens et d'enluminures aux couleurs presque intactes, rouges et bleues encore vives sous la poussière. Mes mains tremblaient en les touchant. Je n'avais jamais rien vu d'aussi précieux de toute ma vie, et je comprenais en même temps que l'émotion me submergeait, que j'avais sous les yeux quelque chose qui pouvait bien valoir des millions. Sur un des antiphonaires, une main ancienne avait inscrit, en marge d'un psaume, quelques mots à demi effacés que j'ai mis de longues minutes à déchiffrer à la lueur tremblante de la lampe. Pour que jamais l'or ne pèse plus que la foi qu'il a créée. J'ai relu cette phrase plusieurs fois, sentant qu'elle me parlait à travers les siècles autant qu'aux mains qui l'avaient écrite. Firmin, lui, ne partageait pas mon vertige. Il est resté grave, presque sombre, refusant de se réjouir avec moi, son regard fixé sur le mur ouvert comme sur une plaie ancienne qu'on venait de rouvrir. Ce mur, on l'a monté un soir de 1943, a-t-il fini par dire, la voix tendue, presque un murmure. Certains y ont laissé la vie. Il n'a pas voulu m'en dire davantage ce jour-là, malgré mes questions, malgré mon insistance, malgré les larmes que je ne pouvais plus retenir devant tant de beauté et tant de mystères mêlés. Il m'a simplement demandé de la patience, comme si la vérité qu'il portait depuis si longtemps demandait plus de précaution que le trésor lui-même. C'est en retournant une des planches du retable, ce soir-là, à la recherche d'une inscription qui aiderait à l'authentifier, que j'ai trouvé, gravé au dos, un nom presque effacé et une date, accompagnée d'un cachet à demi disparu sous la poussière du temps. Firmin, en le voyant à la lueur de la lampe, a blêmi d'un coup, comme si on venait de lui montrer un fantôme qu'il redoutait depuis toujours. Ce blason gravé, à demi effacé, était le même que celui que je venais de voir, quelques jours plus tôt, briller à l'annulaire de Gaspard Toussaint, sur une chevalière qu'il portait avec une désinvolture calculée, comme un bijou de famille sans conséquence. Ce soir-là, Firmin m'a enfin raconté ce qu'il taisait depuis mon arrivée, assis près du feu, les mains jointes entre ses genoux, le regard perdu dans les flammes plutôt que sur moi. Sous l'occupation, un réseau de pillards s'en prenait au trésor des églises de la région, profitant du chaos et de l'absence des hommes partis à la guerre ou au maquis. Les villageois de Sainte-Colombe, avec la gardienne d'alors, avaient décidé de sauver ce qu'ils pouvaient du patrimoine de la chapelle en le murant en secret, une nuit d'orage semblable à celle qui m'avait accueilli, au péril de leur propre vie. Le chef de ce réseau de pillards n'avait jamais retrouvé la cachette, malgré des années de recherche acharnées après la guerre, revenant parfois rôder autour du village sans jamais oser s'y attaquer ouvertement. Et ce chef, m'a dit Firmin d'une voix qui tremblait de colère contenue, était le grand-père de Gaspard Toussaint. Mon propre père y a laissé sa vie cette nuit-là, a ajouté Firmin après un long silence, sans lever les yeux. On ne parle pas de ça au village. Pas devant les enfants. Pas devant personne, en fait. Il m'a raconté que les pillards étaient arrivés au crépuscule en camion, prétendant réquisitionner des biens religieux au nom de l'occupant. La gardienne d'alors, prévenue par un enfant du village parti en courant à travers les bois, avait eu juste le temps de rassembler quelques hommes de confiance pour murer à la hâte ce qui pouvait l'être, dans le cœur même de la chapelle, pendant que d'autres tentèrent de retenir les intrus sur le parvis. Le père de Firmin faisait partie de ceux qui avaient monté le mur cette nuit-là, à la lueur d'une seule lanterne, les mains en sang à force de manier la pierre trop vite. Quand les pillards avaient fini par forcer l'entrée, ils n'avaient retrouvé qu'un cœur vide et des villageois muets. Et l'un d'eux, dans sa rage, avait tiré sans sommation. « On ne l'a jamais dit aux gendarmes de l'époque, » a murmuré Firmin. « Qui aurait pu nous croire ou nous protéger ?» J'ai senti quelque chose se briser en moi, cette nuit-là, et autre chose se former à la place, plus dure, plus résolue. Car Firmin, en me racontant l'histoire du grand-père, m'a révélé aussi ce qu'il avait fini par comprendre en observant Gaspard rôder autour de la chapelle depuis des mois, bien avant mon arrivée. C'était lui, très probablement, qui avait orchestré mon déshonneur à la maîtrise Sainte-Cécile. Il fallait m'isoler, me discréditer,
me couper de tout soutien avant que je n'hérite de la chapelle et de ce qu'elle protégeait. Ma ruine n'avait pas été un accident malheureux. C'était un plan froidement exécuté pour me réduire au silence avant même que je sache ce que je devais défendre. Ma colère, cette nuit-là, ne ressemblait à aucune de celles que j'avais connues auparavant. Ce n'était plus le chagrin impuissant d'une orpheline injustement chassée. C'était la détermination froide de quelqu'un qui vient de comprendre l'ampleur du mensonge dont elle a été victime, et qui décide enfin de ne plus le subir. Toby, couché près de moi, semblait sentir l'orage monter dans mon silence. Il n'a pas quitté mon flanc de la nuit, posant parfois son museau sur mon genou comme pour me rappeler que je n'étais plus seul. Le lendemain matin, à peine avais-je fini de ranger les manuscrits dans un lieu plus sûr, une petite pièce attenante que Firmin avait renforcée avec moi la veille, qu'une voiture officielle s'est arrêtée devant la chapelle. Un homme en est descendu, se présentant comme un expert missionné pour évaluer une découverte patrimoniale, accompagné d'un second personnage plus discret, resté en retrait près de la voiture, que j'ai vite reconnu comme un des hommes de Gaspard Toussaint, aperçu quelques jours plus tôt en ville. Il venait, disait-il, examiner ce que j'avais trouvé, comme si la nouvelle avait déjà voyagé plus vite que je ne l'aurais cru possible dans une montagne aussi reculée. L'expert, un homme au costume impeccable et à la voix professorale, a examiné le panneau maîtresse du retable avec une moue étudiée, tournant autour comme un homme qui a déjà rendu son verdict avant même d'ouvrir la bouche. Il a fini par déclarer, en tapotant le bois du bout d'un stylo argenté, que cette pièce, attribuée à un certain maître d'Aigremont dont j'entendais le nom pour la première fois, était probablement spoliée durant la guerre, et donc susceptible d'être saisie par l'État en attendant qu'on établisse sa provenance légitime. Il n'a même pas exclu, avec une insinuation qui m'a glacé le sang, qu'il puisse s'agir d'un faux habilement vieilli, pour tromper les collectionneurs peu avertis. « Vous comprenez, mademoiselle » m'a-t-il dit d'un ton qui se voulait compatissant et qui ne l'était pas. « Ce genre de découverte attire toujours des convoitises. Il vaudrait mieux, pour votre propre tranquillité, laisser les autorités compétentes s'occuper de tout cela. » L'homme resté en retrait près de la voiture n'avait rien dit, mais il observait la scène avec l'attention de quelqu'un qui rendrait compte de chaque mot à son commanditaire. Firmin, à mes côtés, avait posé une main ferme sur mon épaule, comme pour m'empêcher de répondre trop vite sous le coup de la colère. J'ai senti le sol se dérober sous moi comme la première nuit dans la chapelle en ruine. On voulait me reprendre, d'un même geste, mon nom, ma chapelle et l'œuvre de toute ma lignée. Le mot que j'avais fui depuis Mende revenait me chercher jusque dans cette montagne. Voleuse. On menaçait de confisquer le retable et les antiphonaires, en attendant une enquête qui pouvait durer des années, et pendant laquelle je perdrais tout ce que j'avais commencé à reconstruire pierre après pierre. L'expert avait même évoqué, avant de remonter dans la voiture officielle, la possibilité que la chapelle elle-même soit placée sous séquestre le temps de l'enquête, ce qui signifiait, en clair, qu'on pourrait me chasser une seconde fois d'un lieu que je commençais tout juste à appeler chez moi. Mais je n'étais plus la femme brisée qui avait quitté Mende sans un mot pour se défendre. J'ai pris mes armes, cette fois avec méthode. J'ai ressorti les carnets de Solange, qui racontèrent dans le détail le sauvetage de 1943 et la provenance ancienne du retable, hérité de génération en génération, par les gardiennes de la chapelle. J'ai retrouvé dans une malle de ma mère que j'avais conservée sans même l'ouvrir depuis des années, ses propres notes de restauratrice, où elle mentionnait déjà, bien avant sa mort, l'existence de ce trésor familial transmis en secret et la nécessité de le protéger sans jamais le vendre. Firmin, de son côté, a rassemblé les témoignages des derniers vieux du village qui se souvenaient encore, enfants, de la nuit où l'on avait muré le cœur de la chapelle sous le regard épouvanté de leurs propres parents. Père Anselme, de son côté, a fouillé les archives paroissiales conservées à l'évêché de Mende. Retrouvant une correspondance ancienne entre l'évêque de l'époque et la gardienne d'alors, qui mentionnait, en termes prudents mais clairs pour qui savait lire entre les lignes, la nécessité de mettre certains biens sacrés hors de portée des convoitises du temps présent. Ce document, daté de 1943, corroborait tout ce que Firmin m'avait raconté et donnait à mes preuves une assise que même le plus sceptique des experts aurait du mal à contester. J'ai même écrit à Maître Pellet pour lui demander des précisions sur l'identité du fameux acheteur pressé dont il m'avait parlé lors de notre première rencontre.
Sa réponse, brève et évasive, m'a confirmé ce que je commençais déjà à soupçonner. Il connaissait Gaspard Toussaint depuis longtemps, bien plus qu'un simple notaire ne devrait connaître un antiquaire de passage. Et ses conseils appuyés de me défaire vite de la chapelle prenaient, à la lumière de ce que je savais désormais, une toute autre couleur. C'est alors qu'un rachat inattendu est venu renverser la situation. Madame Ferrand, la maîtresse de chapelle qui m'avait accusé si froidement à Mende, a pris contact avec moi par une lettre tremblante, écrite d'une main que je ne lui connaissais pas, elle qui signait toujours ses courriers d'une écriture assurée. Rongée depuis des semaines par une vérité qu'elle ne pouvait plus taire, elle avouait avoir été manipulée par Gaspard Toussaint, qui lui avait fourni de fausses preuves contre moi et l'avait convaincue, contre une somme d'argent qu'elle regrettait amèrement d'avoir acceptée pour la restauration de l'orgue, de m'accuser publiquement du vol du reliquaire. Je n'ai pas dormi une seule nuit tranquille depuis ce concert, avait-elle écrit d'une main qui semblait hésiter sur chaque mot. J'ai vu ce reliquaire, plus tard, chez un homme que je croyais un généreux mécène. Je n'ai rien dit, par lâcheté, par peur de perdre ma place à mon tour. Je vous dois des excuses que rien ne pourra effacer. Elle acceptait désormais de témoigner en ma faveur devant qui voudrait l'entendre, quitte à perdre elle-même sa place. Le village lui-même, informé de mes recherches et de l'histoire de 1943 par Firmin, qui n'avait jamais autant parlé de toute sa vie, a choisi ouvertement mon camp. La méfiance des premiers jours cédant place à une solidarité que je n'attendais plus de personne. Une réunion s'est tenue un soir dans la salle commune du village, éclairée par 2 lampes à pétrole faute d'électricité stable, où Firmin a raconté, devant tous, ce qu'il n'avait jamais dit qu'à moi seul, dans l'intimité de la chapelle. Des vieillards que je n'avais jamais vus sortir de chez eux sont venus confirmer, chacun avec ses propres souvenirs d'enfant, la nuit où l'on avait muré le cœur. L'un d'eux, un ancien qu'on appelait simplement le père Auguste, a même sorti d'un tiroir une photographie jaunie de son propre père, debout devant la chapelle en 1943. L'air grave, quelques semaines avant sa mort, dans des circonstances qu'on n'avait jamais éclaircies. Cette réunion a scellé quelque chose entre le village et moi que ni le temps ni les rumeurs ne pourraient plus défaire. Les femmes qui m'évitaient sur le chemin m'apportaient désormais des œufs et du fromage sans un mot, simplement posés devant ma porte, une façon à eux de dire qu'ils avaient choisi leur camp sans avoir besoin de le proclamer. Pour financer une expertise indépendante et assurer ma défense face à la menace de saisie, nous avons organisé un grand concert dans la chapelle restaurée, où je chanterai moi-même pour la première fois depuis mon renvoi, entouré des enfants du village que j'avais commencé à initier au chant, sans même m'en rendre compte, simplement parce qu'ils venaient traîner autour du chantier et que je leur avais un jour appris quelques notes pour passer le temps. Les répétitions se tenaient chaque soir dans la nef à moitié restaurée, les enfants assis en rang sur des bancs de fortune, leurs voix encore hésitantes, se cherchant les unes les autres sous ma direction. Firmin avait fabriqué des lutrins avec de vieilles caisses, et Père Anselme venait parfois se joindre au groupe, sa voix de basse un peu rocailleuse donnant une assise aux voix claires des enfants. Le village entier semblait s'être donné rendez-vous autour de ce concert, comme si chacun avait compris qu'il ne s'agissait plus seulement de musique, mais de dire « ensemble, à qui de droit, à qui je appartenais désormais ». C'était un pari risqué, mais aussi le seul moyen de réunir assez d'argent et d'attention publique pour protéger ce que ma lignée avait sauvé au prix du sang. La veille de l'événement, alors que l'orage grondait de nouveau au loin derrière les crêtes, Toby a soudain hérissé le poil, le nez levé vers une odeur que je ne percevais pas encore. Une odeur ténue mais qui l'a fait se dresser d'un coup, tous les muscles tendus. Une odeur de fumée. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait simplement d'un feu de cheminée allumé chez un voisin ou des dernières braises d'un feu de camp que les enfants avaient fait dans un champ voisin en préparant les décorations du lendemain. Toby, pourtant, ne s'est pas calmé. Il a tourné en rond près de la porte de la chapelle, gémissant doucement, refusant de se coucher malgré mes efforts pour le rassurer. Firmin, venu vérifier une dernière fois l'installation des bancs avant de rentrer chez lui, avait haussé les épaules devant l'agitation du chien, disant que les orages rendaient toujours les bêtes nerveuses. Je me suis couché ce soir-là avec un poids sur la poitrine que je n'arrivais pas à nommer, et Toby, contre toute habitude, a refusé de se coucher, restant assis près de la fenêtre, le museau tourné vers la nef. Gaspard Toussaint, acculé par la solidarité du village et par les preuves qui s'accumulaient contre lui, a choisi cette nuit-là, la veille du concert,
pour agir dans l'ombre plutôt que d'attendre un jugement qui lui serait défavorable. Le feu a pris dans la chapelle peu après minuit, d'abord discrètement, léchant les boiseries anciennes de la charpente que nous venions à peine de consolider, avant que la fumée n'envahisse la nef entière avec une rapidité effrayante. Les flammes menaçaient directement le retable et les antiphonaires que nous avions à peine sortis de leur cachette séculaire pour les préparer à l'expertise. Et pire encore, une personne se trouvait piégée à l'intérieur, prise au piège d'une fumée qui montait plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible dans un bâtiment de pierre. C'est Toby qui a donné l'alerte. Il a aboyé sans relâche devant ma porte jusqu'à me réveiller en sursaut, le cœur battant avant même que je comprenne pourquoi. Puis il a couru vers la chapelle en jappant si fort que Firmin, dans sa maison voisine, s'est levé lui aussi, comprenant tout de suite que quelque chose de grave se produisait. Le chien a refusé d'abandonner malgré la fumée qui piquait déjà les yeux et la gorge, tournant en rond devant l'entrée principale bloquée par les flammes, puis fonçant vers l'arrière du bâtiment, guidant les secours à travers l'obscurité vers le passage secret de la crypte. Celui-là même que nous avions dégagé quelques semaines plus tôt, et dont, dans la panique, j'avais presque oublié l'existence. J'ai couru pieds nus sur les pierres froides, le cœur cognant plus fort que les cloches de Mende, en voyant la lueur orange danser derrière les vitraux fendus. Firmin criait des noms dans l'obscurité, celui de Père Anselme d'abord, resté tard ce soir-là pour vérifier l'installation des bancs pour le lendemain. Une voix a répondu, étouffée, quelque part du côté de la sacristie où la fumée s'accumulait déjà en nappe épaisse. Le sauvetage s'est fait dans une tension que je n'oublierai jamais, la fumée brûlant la gorge, la chaleur du feu au-dessus de nos têtes, tandis que nous rampions presque dans le passage étroit de la crypte. Par cette voie, nous avons pu évacuer la personne prise au piège avant que la fumée ne l'asphyxie tout à fait et mettre à l'abri, sous la voûte de pierre épargnée par les flammes, le retable et les antiphonaires que nous avions failli perdre à jamais. Sans Toby, sans son entêtement à réveiller tout le village au cœur de la nuit, sans sa mémoire infaillible de ce passage qu'il connaissait mieux que quiconque. Tout aurait été perdu, les œuvres comme la vie humaine qui se trouvait à l'intérieur. Firmin, malgré son âge, avait porté lui-même 2 des antiphonaires les plus lourds hors de la crypte, refusant l'aide de quiconque, comme s'il devait cela à Solange autant qu'à moi. Les hommes du village, réveillés par le tocsin que quelqu'un avait eu la présence d'esprit de sonner, sont arrivés en quelques minutes à peine, certains encore en chemise de nuit, portant des seaux et des couvertures mouillées. Personne cette nuit-là n'a demandé pourquoi ni comment. Chacun a simplement fait ce qu'il fallait faire, avec cette efficacité tranquille des gens habitués aux catastrophes de la montagne. Au petit matin, alors que les derniers foyers s'éteignaient sous les seaux d'eau du village entier accouru pour aider, formant une chaîne humaine depuis la fontaine jusqu'à la chapelle, un objet a été retrouvé dans les cendres refroidies, près du point de départ du feu. Un briquet gravé d'initiales, oublié dans la précipitation par celui qui avait mis le feu, et qui reliait sans ambiguïté possible cet incendie criminel à un homme de main de Gaspard Toussaint, que Firmin a formellement reconnu pour l'avoir vu rôder les jours précédents. La chapelle se dressait encore, noircie mais debout, les murs de pierre ayant résisté là où le bois avait cédé, la charpente à moitié effondrée mais les voûtes tenant bon. Les œuvres étaient sauvées. La preuve de la culpabilité de Gaspard commençait à se dessiner clairement devant tous. Mais il restait cette nuit-là une question terrible qui pesait plus lourd que tout le reste, une question que je n'osais formuler qu'à voix basse, en regardant mes mains encore tremblantes. Après une telle épreuve, la voix et la gorge irritées par la fumée, aurais-je encore la force, et surtout la voix, de monter sur scène le lendemain, comme prévu, devant tout le village, la presse et les autorités venues pour l'occasion? Le concert n'a pas été annulé. Nous l'avons tenu, malgré la fatigue qui pesait sur mes épaules comme une pierre, malgré la fumée qui me brûlait encore la gorge à chaque respiration, malgré la nuit sans sommeil que nous venions de traverser tous ensemble. La chapelle noircie, éclairée à la bougie faute d'électricité rétablie, accueillait ce soir-là le village entier, des journalistes venus de Mende attirés par la nouvelle de l'incendie criminel, et les représentants des autorités qui devaient trancher, une fois pour toutes, sur le sort du retable et sur ma propre honnêteté. J'ai commencé à chanter devant cette assemblée mêlée de sympathie et de curiosité, portée par l'émotion de la nuit passée et par la certitude, enfin, d'avoir la vérité de mon côté. Et c'est là,
au premier chœur, devant tous ces regards suspendus à mes lèvres, que ma voix, mon unique don, celui qui m'avait toujours défini depuis l'enfance, s'est brisé. Pas d'un geste dramatique, simplement d'une défaillance sourde, la fumée de la veille ayant abîmé ce que je croyais indestructible en moi. J'ai senti la panique me saisir, cette même panique qui m'avait paralysé le soir du scandale Amande, l'impression de m'effondrer devant tout le monde une seconde fois, au moment précis où j'avais le plus besoin de tenir debout. C'est alors que les enfants du village, ceux que j'avais formés au chant depuis des mois, sans même me rendre compte de ce que je construisais avec eux, sans jamais avoir pensé que ces leçons données par désœuvrement deviendraient un jour mon seul filet de sécurité, ont repris la mélodie là où ma voix avait failli. D'abord timides, puis de plus en plus assurés, portés par les regards encourageants de leurs parents dans l'assemblée, ils ont porté le chant à ma place, et moi, porté par eux, par leur confiance et par leur souffle jeune et solide, j'ai retrouvé ma voix peu à peu, non plus celle qu'on m'avait apprise à la maîtrise, mais une voix qui m'appartenait enfin en propre, plus rauque, plus vraie, plus mienne que jamais. Je n'ai plus cherché ce soir-là à retrouver la pureté qu'on exigeait de moi autrefois dans la cathédrale de Mende. J'ai simplement chanté avec ce qui me restait, porté par ceux que j'avais moi-même appris à chanter, et cette voix imparfaite, fêlée par la fumée de la veille, a résonné dans la nef noircie avec une vérité que ma voix d'autrefois, si travaillée, si docile, n'avait peut-être jamais atteinte. Firmin, debout au premier rang, ses mains rugueuses serrées l'une contre l'autre, ne cachait plus les larmes qui coulèrent sur son visage buriné. Toby, couché sagement contre les jambes des enfants comme s'il faisait partie du chœur, levait parfois la tête vers moi, ses yeux fatigués brillant à la lueur des bougies. Quand le dernier chœur s'est éteint dans la nef noircie, un silence a suivi, long, presque religieux, avant que les applaudissements n'éclatent, mêlés à des sanglots que je n'étais plus seul à verser. La vérité a éclaté cette nuit-là devant tous. Les carnets de Solange, les notes de ma mère, l'aveu écrit de Madame Ferrand lu à voix haute par Père Anselme, le témoignage des vieux du village sur la nuit de 1943 et l'objet retrouvé dans les cendres de l'incendie. Tout convergeait pour établir sans doute possible la provenance légitime du retable et démasquer la manœuvre de Gaspard Toussaint depuis le début. Un des journalistes présents, qui avait déjà enquêté par le passé sur des affaires de trafic d'objets d'art, a reconnu dans le nom du grand-père de Gaspard une piste qu'il cherchait depuis des années sans jamais pouvoir la relier à un nom vivant. Son passé familial, celui d'un grand-père pillard des trésors sacrés durant l'occupation, a été mis au jour devant la presse venue couvrir ce qu'elle croyait n'être qu'un simple concert de charité dans un village oublié. Gaspard, acculé de toutes parts, sans plus aucun soutien ni aucune ruse à opposer, la chevalière au blason désormais reconnue de tous, est tombée cette nuit-là, publiquement, définitivement. Les gendarmes venus par précaution surveiller le bon déroulement du concert l'ont interpellé dès le lendemain matin, sur dénonciation croisée de son propre homme de main et de Madame Ferrand, qui n'avait plus rien à perdre en disant enfin toute la vérité. Sa boutique de Mende a fermé quelques semaines plus tard, et je n'ai plus jamais entendu parler de lui que par les échos d'un procès qui, dit-on, l'a définitivement écarté du commerce des objets sacrés. Plutôt que de vendre le retable et les antiphonaires à quelques collectionneurs qui m'auraient offert une fortune capable de me faire oublier des années de misère, j'ai choisi de placer ce trésor dans une fondation au bénéfice du village de Sainte-Colombe en Cévennes. J'ai gardé la chapelle, que j'ai continué de restaurer avec l'aide de Firmin, une pierre après l'autre, un été après l'autre, et j'y ai ouvert un atelier de restauration d'art sacré, poursuivant l'œuvre de ma mère et de ma grand-tante avec les mêmes gestes qu'elle m'avait transmis sans jamais me les enseigner directement. Le vieux chemin de pèlerinage qui passait devant la chapelle, oublié depuis des décennies, a repris peu à peu vie, porté par la curiosité et la ferveur discrète de ceux qui venaient désormais admirer le retable sauvé et écouter, certains soirs d'été, un concert donné dans la nef restaurée. Les saisons ont passé depuis cette nuit du concert vérité. L'atelier que j'ai ouvert dans l'ancienne sacristie accueille désormais des pièces venues de tout le diocèse, des statues de bois vermoulu, des toiles ternies par des générations de cierges, que je répare avec les gestes appris de ma mère et perfectionnés au fil des années. Les enfants qui avaient repris le chant à ma place ce soir-là viennent encore, certains devenus grands,
chanter les vêpres du dimanche dans une chapelle qui ne ressemble plus en rien à la ruine que j'avais découverte. Le chemin des pèlerins, qu'on croyait perdu, voit repasser chaque été des marcheurs venus de loin, attirés par l'histoire du retable et par la simple beauté retrouvée du lieu. La fondation que j'ai créée porte le nom de Solange, en mémoire de celle qui avait tout gardé sans jamais rien réclamer pour elle-même. Elle finance l'entretien de la chapelle, les études des enfants du village qui souhaitent apprendre un métier d'art, et une petite bourse pour les jeunes chanteurs de la région qui, comme moi autrefois, n'ont ni fortune ni famille pour les soutenir. Madame Ferrand elle-même, après avoir quitté la maîtrise de Mende dans des circonstances discrètes, est venue un jour proposer son aide pour former les enfants du chœur. Et j'ai fini par accepter, non sans une certaine ironie que nous avons fini, elle et moi, par pouvoir en rire ensemble autour d'un café. J'ai retrouvé dans cette montagne qui ne voulait pas de moi au début, une maison, un métier et une famille que je n'avais pas choisis par le sang, mais par la vie elle-même. Firmin, devenu pour moi plus qu'un vieux voisin bourru, presque un grand-père tardif que je n'avais jamais eu. Toby, toujours couché près de l'âtre le soir, sa patte blessée guérie mais jamais tout à fait oubliée dans sa démarche, et les gens du hameau qui m'avaient accepté quand tout le reste du monde m'avait rejeté sur un simple mot lancé dans une foule. Le soir, quand je ferme l'atelier et que je m'assieds un moment dans la chapelle silencieuse, la lumière déclinante glissant sur les pierres que j'ai moi-même remontées, je regarde souvent la fresque de Saint-Roch et de son chien, celle que mes propres mains ont fait réapparaître sous des couches de choses oubliées. Je pense alors à toutes les chapelles que chacun de nous porte en soi, murées depuis trop longtemps, que l'on n'ose pas rouvrir de peur de ce qu'on pourrait y trouver. La mienne cachait un trésor. Je ne sais pas ce que cachent les vôtres. Mais je sais désormais qu'il ne faut jamais craindre d'aller voir derrière l'autel.